Pendant des mois, le silence régnait dans une maison marquée par la perte et l'absence de sourire. Mais tout change un après-midi ordinaire, lorsque des rires d'enfants résonnent dans la pièce préférée de l'épouse décédée. Là, une inconnue au cœur immense parvient à faire ce que personne d'autre n'avait réussi: rendre la joie à cette famille brisée. Et sans s'en rendre compte, elle devient le pont entre la douleur du passé et la promesse d'un nouveau départ. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. La fine pluie de mars mouillait les fenêtres de la voiture de fonction, tandis qu'Étienne Fournier conduisait dans les rues animées de Paris, essayant de chasser les pensées qui insistaient pour revenir. Encore une journée épuisante au bureau, encore une réunion qui s'était prolongée jusqu'à plus de 19 heures. Encore une excuse pour rentrer à la maison alors que les enfants seraient déjà endormis. Cela faisait 8 mois que sa vie se résumait à cette routine mécanique de fuite. 8 mois depuis que Camille était partie, emportant avec elle non seulement l'amour de sa vie, mais aussi la joie qui avait un jour habité chaque recoin de cette maison. Le feu rouge l'obligea à s'arrêter et Étienne en profita pour masser ses tempes, sentant le poids du mal de tête qui était devenu son compagnon constant. Sur la banquette arrière, quelques dossiers contenant des contrats importants partagèrent l'espace avec un ours en peluche que Sophie avait oublié dans la voiture des semaines auparavant. Il regarda le jouet dans le rétroviseur et sentit ce pincement familier au cœur. Quand avait-il vu sa fille serrer cet ours pour la dernière fois? Quand avait-il entendu ses enfants rire pour de vrai pour la dernière fois? La maison de Saint-Germain-des-Prés était éclairée quand il arriva enfin. Madame Hélène, sa belle-mère, avait tellement insisté pour engager quelqu'un pour s'occuper des enfants qu'Étienne avait simplement acquiescé, trop fatigué pour argumenter. Depuis la mort de Camille, la femme tentait de combler le vide laissé par sa fille. Mais Étienne savait que tout le dévouement du monde ne pourrait jamais remplacer une mère. Lui-même n'arrivait pas à être le père qu'il aurait dû être. Comment une étrangère pourrait-elle réussir là où lui, le père, échouait? Il se gara dans le garage et prit une profonde inspiration avant de sortir. Une autre nuit de silence l'attendait. Une autre nuit d'enfant calme, mangeant sans appétit, jouant sans enthousiasme, existant sans vivre. Pierre, l'aîné de 8 ans, était devenu un adulte en miniature, trop sérieux pour son âge. Sophie, 6 ans, passait des heures à dessiner sa mère sur des morceaux de papier qu'elle cachait ensuite sous son lit. Et Michel, tout juste 4 ans, avait simplement cessé de parler aussi souvent qu'avant, comme si les mots avaient perdu leur sens en même temps que la présence de Camille. Étienne ouvrit la porte de la maison, s'attendant au silence habituel. Mais quelque chose le fit s'arrêter dans le hall d'entrée. Un son étrange, presque irréel, résonnait dans le couloir. Il lui fallut quelques secondes pour identifier ce que c'était, et quand il le reconnut enfin, son cœur s'emballa. Des rires d'enfants, authentiques, venant du salon. Un instant, il crut délirer. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas entendu ce son qu'il en vint à se demander s'il n'imaginait pas des choses. Mais non, le voilà de nouveau. Un éclat de rire cristallin qui ne pouvait être que celui de Sophie, suivi du rire plus contenu de Pierre et des petits cris joyeux de Michel. Étienne laissa tomber son porte-document sur le sol et se dirigea vers le son, le cœur battant si fort que c'en était douloureux. La porte du salon était entr'ouverte, et à travers la fente, il pouvait voir une scène qui le laissa complètement sans voix. Ses 3 enfants étaient sur le tapis, riant et jouant, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des mois. Pierre tenait une marionnette improvisée faite avec une chaussette. Sophie applaudissait, enchantée, et Michel se roulait par terre, riant aux éclats. Et au centre de ce miracle, agenouillée sur le tapis comme si elle était aussi une enfant, se trouvait une femme qu'Étienne distinguait à peine. Elle semblait avoir une 20aine d'années, des cheveux bouclés, attachés en un chignon désordonné, portait des vêtements simples et tenait une autre marionnette à la main. Sa voix était douce et mélodieuse, tandis qu'elle faisait des voix différentes pour les personnages, créant une petite histoire qui tenait les enfants complètement hypnotisés. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, d'interagir avec eux, qui était à la fois professionnel et complètement maternel. Étienne resta là, caché derrière la porte, à regarder cette scène qui semblait sortie d'un autre temps. Un temps où sa maison était pleine de vie, où ses enfants étaient de vrais enfants.
Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais il les retint. Il ne pouvait pas gâcher ce moment. Il ne pouvait pas briser la magie qui était en train de se produire. La femme, qui ne pouvait être que la nouvelle nounou engagée par Madame Hélène, perçut sa présence avant même qu'il ne se décide à entrer. Elle leva les yeux vers la porte, et leurs regards se croisèrent un instant. Au lieu de paraître gênée d'avoir été surprise à jouer par terre, elle sourit. Un sourire authentique, sans hâte, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Pierre fut le premier à remarquer la présence de son père. « Papa !» cria-t-il en courant vers lui. Mais au lieu de l'accueil formel et contenu des derniers mois, le garçon était radieux. « Il faut que tu rencontres Tati Louise. Elle fait des voix drôles et elle sait faire des avions en papier qui volent pour de vrai. » Sophie rejoignit son frère, tirant la main de son père avec une animation qu'Étienne n'avait pas vue depuis une éternité. « Papa, regarde ce que Tati Louise m'a appris. » Elle courut jusqu'à la table et apporta un dessin coloré. Ce n'était plus l'une des représentations mélancoliques de sa mère, mais un dessin vibrant d'une famille jouant dans un parc. Michel, le plus petit, s'approcha timidement, mais les yeux brillants. « Papa, Tati Louise a dit que demain on allait faire des biscuits. Tu veux aider ?» Étienne regarda ses enfants, puis la femme qui restait agenouillée sur le tapis, rangeant les jouets avec naturel. Elle s'était levée et le regardait maintenant avec une expression sereine, attendant d'être présentée. « Bonsoir, Monsieur Fournier, je suis Louise, la nouvelle nounou. J'espère que le désordre ne vous dérange pas. J'étais justement en train de tout organiser avant l'heure du dîner. » Sa voix était exactement comme Étienne l'avait imaginé, calme, mélodieuse, mais avec une subtile fermeté qui inspirait confiance. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur qui ne correspondait pas à la jeunesse apparente de son visage. « Non, il n'y a aucun problème », réussit à répondre Étienne, encore en train de digérer la transformation qu'il voyait chez ses enfants. « En fait, ça fait longtemps que je ne les avais pas vus aussi animés. » Louise inclina légèrement la tête, un geste qui montrait de la compréhension sans avoir besoin de mots. Ce sont des enfants spéciaux. Ils avaient juste besoin d'un peu de temps pour se sentir à l'aise. Pierre tira la manche de la chemise de son père. « Papa, tu dînes avec nous ce soir ? Tati Louise a fait des pâtes à la bolognaise comme maman les faisait. » La mention de Camille créa un moment de silence dans la pièce. Étienne vit Louise tendre légèrement les épaules, comme si elle était prête à faire face à n'importe quelle réaction. Mais au lieu de la douleur lancinante habituelle, Étienne sentit quelque chose de différent, une nostalgie douce, presque réconfortante. « Bien sûr, » dit-il, se surprenant lui-même. « Je monte vite me changer et je redescends. » En montant les escaliers, Étienne pouvait qu'entendre Louise organiser les enfants pour le dîner. Sa voix résonnait dans la maison d'une manière qui la faisait paraître moins vide, moins silencieuse. Dans sa chambre, en troquant son costume pour des vêtements plus décontractés, il se demanda quand il avait dîné avec ses enfants pour la dernière fois. Généralement, quand il arrivait, il dormait déjà ou était sur le point de s'endormir. Le miroir de la chambre reflétait un homme qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Ses cheveux bruns avaient des mèches grises qui n'existaient pas avant, et il y avait des rides autour de ses yeux qui racontaient l'histoire de nuits blanches et de soucis constants. Étienne passa la main sur son visage, sentant la barbe qui avait poussé au cours de la journée, et se demanda quand il avait cessé de se soucier de sa propre apparence. Il descendit dans la salle à manger et trouva une scène qui le transporta dans le temps. La table était mise avec le même soin que Camille avait l'habitude d'avoir, avec des serviettes en tissu et même une petite bougie au centre. Les enfants discutaient joyeusement pendant que Louise servait les pâtes, participant à la conversation avec naturel. « Tati Louise a dit qu'on pouvait planter un potager dans le jardin », annonça Sophie dès qu'Étienne s'assit. « Elle sait faire pousser des tomates cerises. Et elle a promis qu'on allait faire une cabane dans l'arbre », ajouta Pierre, enthousiaste. « Une vraie cabane, avec une échelle et tout. » Michel, qui mangeait habituellement en silence, bavardait à propos d'un livre d'histoire que Louise avait apporté. Étienne observait tout cela avec un mélange de gratitude et de perplexité. Comment cette femme avait-elle réussi, en quelques heures seulement, à réveiller une joie qu'il avait tenté de retrouver pendant des mois sans succès? Pendant le dîner, Louise maintint une attitude respectueuse, participant aux conversations lorsqu'on le lui demandait, mais en laissant toujours clairement entendre qu'elle reconnaissait sa place. Elle n'essayait pas d'être Camille,
N'essayez pas d'occuper un espace qui ne lui appartenait pas. Au lieu de cela, elle créait sa propre place, apportant une nouvelle énergie qui complétait le souvenir de la mère sans essayer de l'effacer. Quand les enfants eurent fini de manger, Louise commença à les organiser pour le bain et l'heure du coucher. Étienne proposa son aide, mais elle déclina gentiment, disant qu'elle avait déjà établi une routine avec eux. Il resta dans la salle à manger, écoutant les sons venant de l'étage. Des rires pendant le bain, des conversations animées pendant le brossage de dents, puis quelque chose qui l'émut profondément. Pierre lisant une histoire à voix haute pour ses frères et sœurs. Quand Louise redescendit, près d'une heure plus tard, Étienne était toujours assis à table, perdu dans ses pensées. « Ils dorment », informa-t-elle, en commençant à débarrasser les assiettes. « Demain, j'ai l'intention de les emmener au parc, si cela ne vous dérange pas. Je pense qu'un peu d'air frais et d'exercice leur fera du bien à tous. » Étienne se leva et aida à porter les assiettes à la cuisine. « Louise, puis-je vous poser une question ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda, prête à écouter. « Comment avez-vous réussi? En quelques heures, vous avez fait quelque chose que j'ai essayé de faire pendant des mois sans succès. » Louise rinça une assiette avant de répondre, semblant choisir ses mots avec soin. Les enfants avaient juste besoin de la permission d'être à nouveau des enfants. Parfois, quand nous souffrons, nous oublions qu'il est possible d'être heureux sans manquer de respect à la mémoire de ceux que nous avons perdus. La simplicité de cette réponse frappa Étienne d'une manière qu'il n'attendait pas. La permission d'être des enfants. C'était ce qu'il ne parvenait pas à donner à ses enfants parce que lui-même ne s'était pas donné la permission de vivre à nouveau. « Vous avez de l'expérience avec des situations comme celle-ci » demanda-t-il. Louise fit une pause plus longue cette fois, et Étienne vit une ombre passer dans ses yeux. « J'ai de l'expérience avec la perte, monsieur Fournier, et j'ai appris que le deuil n'a pas besoin d'être une prison. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dit cela qui suggérait une histoire personnelle derrière les mots, mais Étienne ne se sentit pas le droit d'en demander plus. Au lieu de cela, il la remercia pour la merveilleuse journée qu'elle avait offerte à ses enfants et se retira dans son bureau. Seul dans son sanctuaire de travail, Étienne ouvrit son ordinateur portable avec l'intention de réviser quelques contrats, mais son esprit revenait sans cesse à la scène dont il avait été témoin plus tôt. Il y avait quelque chose chez Louise qui l'intriguait, quelque chose au-delà de sa compétence professionnelle apparente. La façon dont elle interagissait avec les enfants était trop authentique pour n'être qu'un travail. Il se souvint alors qu'il avait à peine prêté attention à son CV lorsque Madame Hélène le lui avait apporté pour approbation. À l'époque, il était si plongé dans sa propre souffrance qu'il avait simplement hoché la tête à toute suggestion de sa belle-mère. Maintenant, cependant, il était curieux. Il trouva le dossier avec les documents dans le tiroir et le feuilleta jusqu'à trouver le CV de Louise Martin. Elle avait 24 ans, une formation en pédagogie, une expérience préalable comme nounou et enseignante en maternelle, des références impeccables, mais c'est la dernière ligne qui attira son attention et le fit relire plusieurs fois. Observation personnelle. Je comprends le deuil. Je ne le fuirai pas. Cette simple phrase le laissa pensif. Qui écrivait quelque chose comme ça sur un CV? Et pourquoi Madame Hélène n'en avait-elle pas parlé en suggérant son embauche? Étienne sentit qu'il y avait bien plus dans l'histoire de Louise qu'il n'y paraissait, mais en même temps, un sentiment de soulagement l'envahit. Peut-être enfin avait-il trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment ce que sa famille traversait. Cette nuit-là, pour la première fois en 8 mois, Étienne réussit à dormir sans prendre son somnifère. Et pour la première fois en 8 mois, il ne fit pas de cauchemar à propos de Camille. Au lieu de cela, il rêva de rires d'enfants résonnant dans les couloirs de sa maison, et quand il se réveilla le lendemain matin, pendant un bref instant, il oublia qu'il vivait un deuil. Les semaines suivantes apportèrent une transformation qu'Étienne n'aurait jamais cru possible. La maison, qui pendant des mois était restée enveloppée dans une atmosphère lourde de silence et de nostalgie, se mit à vibrer de vie à nouveau. Le matin, avant même de partir au travail, Étienne était accueilli par ses enfants qui couraient à sa rencontre pour lui montrer une création faite avec Louise. Des dessins colorés, des origamis, de petites expériences scientifiques avec du bicarbonate et du vinaigre qui faisaient crier de joie Michel. Louise avait établi une routine qui fonctionnait comme une horloge, mais qui ne semblait jamais rigide ou forcée.
Les enfants prenaient leur petit déjeuner ensemble, toujours avec une nouveauté au menu. Elle avait découvert que Pierre adorait les crêpes en forme d'animaux, que Sophie avait une passion secrète pour les fruits rouges et que Michel ne mangeait des œufs que s'il pouvait faire des grimaces avec de la sauce tomate. Des détails qu'Étienne, honteux, admettait ne pas connaître sur ses propres enfants. L'après-midi, quand il rentrait du travail, Étienne trouvait des scènes qui le surprenaient quotidiennement. Un jour, les trois étaient dans le jardin en train de planter des plants de basilic et de laitue dans un potager improvisé que Louise avait créé avec des caisses en bois. Un autre, ils étaient dans le salon transformé en campement, avec des draps attachés aux chaises formant une cabane où Sophie racontait des histoires à ses frères en utilisant des lampes de poche pour faire des ombres sur le mur. Mais ce qui impressionnait le plus Étienne, c'était la façon dont Louise gérait les moments difficiles. Car ils existaient encore. Il y avait des après-midi où Sophie pleurait, en se souvenant d'une chanson que sa mère chantait, ou des nuits où Michel se réveillait en cherchant Camille. Au lieu d'essayer de les distraire ou de changer de sujet, Louise s'asseyait avec eux, écoutait, les laissait parler de leur mère, puis, avec une délicatesse presque magique, les aidait à transformer la nostalgie en quelque chose de moins douloureux. À l'une de ces occasions, Étienne assista à une conversation qui le marqua profondément. Sophie avait trouvé un flacon de parfum de Camille et pleurait dans la chambre de ses parents. Louise la trouva là, et, au lieu de la faire sortir de la pièce, s'assit à côté d'elle sur le lit. « Ça fait très mal quand on sent l'odeur de ceux qu'on aime, n'est-ce pas ?» dit Louise en passant la main dans les cheveux de la fillette. « C'est comme si elle était là, mais en même temps je sais qu'elle n'y est pas, » sanglota Sophie. « Tu sais ce que j'ai appris? Que les gens qu'on aime ne partent jamais vraiment. Ils restent ici. » Louise posa sa main sur le cœur de Sophie. « Et ici ?» Elle toucha le front de la fillette. « Et quand on sent leur odeur ou qu'on voit quelque chose qui nous rappelle à eux, ce n'est pas notre esprit qui nous joue un tour. C'est notre cœur, qui nous dit que l'amour que nous ressentons pour eux est vivant. » Étienne, qui observait caché à la porte, sentit ses yeux s'embuer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Louise parlait d'amour et de perte qui révélait une expérience profonde et personnelle sur le sujet. « Toi aussi tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup ?» demanda Sophie, avec l'innocence des enfants qui posent les questions les plus directes. Louise mit du temps à répondre, et quand elle le fit, sa voix était chargée d'une émotion contenue. « Oui, mon amour, j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Mais tu sais ce que j'ai découvert? Que même quand elles partent, l'amour que nous avons pour elles fait de nous de meilleures personnes. Et quand nous aimons d'autres personnes, comme je vous aime, c'est comme si nous emportions un petit peu d'elles avec nous. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Étienne ne parvint pas à se concentrer sur les documents qu'il avait ramenés du bureau. La conversation dont il avait été témoin le laissait agité, curieux de l'histoire de Louise. Elle avait mentionné avoir perdu quelqu'un d'important, mais qui? Et qu'est-ce qui l'avait amené à travailler en s'occupant d'enfants en deuil? Il était près de minuit quand Étienne sortit du bureau pour chercher un verre d'eau dans la cuisine. La maison était silencieuse, avec seulement la lumière du jardin éclairant subtilement les couloirs. Mais en passant devant la bibliothèque, il vit une faible lumière venant de l'intérieur. Il s'approcha et trouva Louise assise dans un fauteuil, lisant un livre à la lumière d'une lampe. Elle leva les yeux quand elle le vit à la porte. « Excusez-moi, j'espère ne pas déranger. J'adore ce petit coin, et comme je n'arrive pas à dormir très tôt. »« Vous ne dérangez absolument pas, » dit Étienne en entrant dans la bibliothèque. « En fait, j'ai aussi une insomnie. Puis-je m'asseoir ?» Louise acquiesça en fermant le livre. Étienne remarqua que c'était un exemplaire du Petit Prince, avec plusieurs annotations dans les pages. « Un des favoris de Camille », commenta-t-il en désignant le livre. « C'est un livre que je lis chaque fois que j'ai besoin de me souvenir des choses importantes, » dit Louise en caressant la couverture. « Il y a un passage sur le fait de voir avec le cœur qui m'aide dans les moments difficiles. » Étienne s'installa dans le fauteuil à côté d'elle. Il y avait quelque chose dans cette ambiance, dans la douce pénombre de la bibliothèque, qui créait une atmosphère d'intimité et de confiance. C'était comme si cet espace invitait aux confidences. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Étienne, après quelques instants d'un silence confortable. Louise le regarda, et il vit dans ses yeux bruns une maturité qui ne correspondait pas aux 24 ans déclarés sur son CV. « Oui, bien sûr. »
Que vouliez-vous dire quand vous avez parlé à Sophie d'avoir perdu la personne la plus importante de votre vie? Louise entrelaça ses doigts sur le livre et resta silencieuse si longtemps qu'Étienne pensa qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était presque un murmure. « J'avais une fille, Hélène. Elle aurait 4 ans aujourd'hui. » Étienne sentit l'impact de ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Une fille. Louise avait perdu une fille. « Comment ?» commença-t-il, mais il s'interrompit, réalisant que c'était peut-être une question trop intrusive. « Leucémie », compléta Louise, comme si elle savait ce qu'il allait demander. Elle s'est battue pendant 2 ans. 2 ans d'hôpital, de traitement, d'espoir qui montaient et descendaient comme des montagnes russes. J'étais une gamine quand je suis tombée enceinte, j'avais à peine 18 ans. Son père a disparu quand il a appris le diagnostic, alors c'était juste nous deux contre le monde. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Louise, mais elle ne fit aucun geste pour les essuyer. C'était comme si elle trouvait enfin un espace sûr pour laisser la douleur sortir. Hélène était... Il est impossible de décrire un enfant avec des mots. Elle parvenait à trouver de la joie dans les plus petites choses. Même les jours les plus difficiles du traitement, elle me faisait rire. Elle disait que quand elle serait grande, elle serait médecin pour guérir d'autres enfants comme elle. Étienne sentit un nœud dans sa gorge. La similitude entre leurs histoires était dévastatrice et, en même temps, créait un pont de compréhension qu'il n'avait jamais connu avec personne. « Quand elle est partie, je suis entré dans une phase très sombre de ma vie, » continua Louise. « J'ai arrêté d'étudier, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de vivre. Ça a duré des mois, jusqu'à ce qu'une assistante sociale me propose une opportunité de stage dans une crèche qui accueillait des enfants défavorisés. Au début, je résistais. Comment pouvais-je m'occuper d'autres enfants alors que je n'avais pas réussi à sauver la mienne? Qu'est-ce qui a changé? J'ai trouvé un petit garçon de 3 ans à la crèche qui vivait la même situation qu'Hélène. Il s'appelait Gabriel et il était aussi en traitement pour une leucémie. Quand je l'ai vu jouer seul dans un coin effrayé de s'approcher des autres enfants, j'ai vu Hélène en lui. Et j'ai réalisé que je pouvais peut-être honorer la mémoire de ma fille en aidant d'autres enfants à être heureux. Étienne resta silencieux, absorbant chaque mot de cette histoire. Maintenant, il comprenait le lien spécial que Louise avait avec ses enfants, la façon dont elle parvenait à naviguer dans leur deuil avec tant de sensibilité. « Gabriel s'en est sorti, » continua Louise, et pour la première fois, un sourire apparut sur son visage. Aujourd'hui, il a 8 ans et il va bien. Et chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'Hélène sourit aussi. C'est pour ça que vous travaillez avec des familles dans des situations comme la nôtre? Oui. J'ai découvert que lorsque nous traversons une perte, nous avons parfois besoin de quelqu'un qui comprend notre douleur sans essayer de la réparer. Quelqu'un qui sait qu'il est possible d'être heureux à nouveau sans se sentir coupable. Étienne prit une profonde inspiration, ressentant une connexion avec Louise qui allait bien au-delà de la relation professionnelle. Il y avait quelque chose de libérateur à enfin parler avec quelqu'un qui comprenait vraiment la complexité du deuil. « Je me sens coupable aussi quand je ris, » avoua-t-il. « Quand je les vois heureux avec vous, il y a des moments où j'ai l'impression de trahir la mémoire de Camille. Que pensez-vous qu'elle dirait si elle était ici, à vous voir sourire à nouveau ?» La question de Louise le frappa de manière inattendue. Étienne ferma les yeux et, pour la première fois depuis des mois, essaya d'imaginer Camille, observant la scène, au lieu d'essayer d'éviter de penser à elle. « Elle serait heureuse, » dit-il, presque surpris de sa propre réponse. Camille disait toujours que notre plus grande responsabilité en tant que parents était de garantir que nos enfants soient heureux. Alors vous ne trahissez personne, vous honorez sa mémoire de la plus belle manière possible. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Étienne se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il y avait quelque chose de curatif dans la présence de Louise, une façon de gérer la douleur qui n'essayait pas de l'effacer, mais qui la transformait en quelque chose de constructif. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Ce fut au tour de Louise de rompre le silence. « Bien sûr. Comment était Camille, je veux dire, au-delà d'être la mère des enfants, en tant que personne, en tant que femme ?» Étienne sourit, réalisant que pour la première fois, il pouvait parler de sa femme sans ressentir cette douleur lancinante dans la poitrine. Camille était intense, dans le meilleur sens du terme.
Elle ne faisait rien à moitié. Quand elle aimait de toutes ses forces. Quand elle se mettait en colère, toute la maison le savait. Quand elle riait, elle était capable de contaminer n'importe qui autour d'elle. Louise écoutait attentivement, et Étienne réalisa qu'elle voulait vraiment connaître Camille, non par curiosité, mais par respect. Elle cuisinait en dansant. Chaque fois qu'elle entrait dans la cuisine, elle mettait de la musique forte et dansait en préparant le repas. Les garçons adoraient ça. Pierre essayait toujours d'imiter ses pas, Sophie chantait avec elle, et Michel applaudissait dans sa chaise haute. C'est pour ça qu'ils étaient si excités quand j'ai fait des pâtes en dansant dans la cuisine l'autre jour, dit Louise, en souriant. Vous avez fait ça? Oui, Pierre a dit que sa mère cuisinait toujours en dansant, alors j'ai décidé d'essayer. Ils ont fini par m'apprendre quelques pas qu'elle faisait. Étienne ressentit une émotion étrange, un mélange de nostalgie et de gratitude. Louise n'essayait pas de remplacer Camille, mais elle trouvait des moyens de maintenir sa mémoire vivante d'une manière qui faisait du bien aux enfants. « Merci, dit-il, et Louise parut confuse. « Pourquoi? De ne pas essayer de l'effacer de notre histoire, de comprendre qu'ils peuvent vous aimer sans oublier leur mère. Je ne ferai jamais ça. L'amour d'une mère est sacré. Mon rôle ici est de prendre soin d'eux jusqu'à ce que vous soyez prêts à prendre soin les uns des autres à nouveau. » La façon dont Louise dit cela, comme si sa présence était temporaire, provoqua une sensation étrange chez Étienne. Il n'avait pas pensé qu'un jour elle pourrait partir. L'idée le dérangea plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. « Et vous? Prévoyez-vous d'avoir d'autres enfants un jour ?» demanda-t-il, essayant de changer de sujet. Louise sourit tristement. « Je ne sais pas, si j'en suis capable. Hélène est née de mon premier amour, de cet amour d'adolescente qui pense qu'il va durer pour toujours. Après l'avoir perdu, j'ai construit une muraille autour de mon cœur. C'est plus sûr d'aimer les enfants des autres, parce qu'à la fin de la journée, je m'en vais et la douleur, si elle vient, ne sera pas permanente. » Étienne l'observa attentivement. Il y avait une contradiction dans ses mots. La façon dont Louise s'occupait de ses enfants, comment elle s'était impliquée avec eux, ne semblait en rien temporaire. Elle semblait profonde, vraie, permanente. « Mais si vous vous attachez trop ?» demanda-t-il. « Et si partir devient impossible ?» Louise le regarda longuement, et Étienne vit dans ses yeux qu'elle s'était aussi posé cette question. « J'essaie de ne pas y penser, » dit-elle en détournant le regard. À ce moment-là, comme s'ils avaient été invoqués par la conversation, Pierre apparut à la porte de la bibliothèque, en pyjama Spider-Man, et se frottant les yeux. « Papa, Tati Louise, pourquoi vous êtes réveillé ?» Louise se leva immédiatement, reprenant son mode de nounou. « Tu as fait un cauchemar, mon cœur. »« Ah non, je me suis juste réveillée et j'avais soif, et j'ai vu la lumière ici. » Étienne se leva aussi. « Je vais lui chercher de l'eau. »« Ce n'est pas la peine, » dit Louise. « J'y vais. Pierre, tu veux que je te lise une histoire pour t'endormir ?» Le garçon acquiesça, encore somnolent. Étienne les regarda sortir ensemble de la bibliothèque, Pierre tenant la main de Louise avec une confiance totale, et il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas définir exactement. C'était de la gratitude, oui, c'était du soulagement de voir son fils être soigné avec tant d'affection. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui l'effrayait par son intensité. Le lendemain matin, Étienne se réveilla tôt et descendit prendre un café avant de partir au travail. Il trouva Louise dans la cuisine, préparant le petit déjeuner des enfants. Elle dansait à nouveau doucement en remuant les œufs, et Étienne resta à l'observer quelques instants avant de se manifester. « Bonjour, » dit-il en entrant dans la cuisine. « Bonjour, monsieur Fournier. Un café ?»« S'il vous plaît, et Louise ?»« Oui. Merci pour la conversation d'hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à parler de Camille sans avoir l'impression qu'on me poignardait. » Louise sourit en lui servant son café. « Parler de ceux que nous aimons est une façon de les garder en vie. Nous ne devrions jamais avoir peur de cela. » À ce moment, Sophie arriva en courant dans la cuisine, suivie par Michel. « Papa, tu as vu la surprise que Tati Louise a préparée pour le petit déjeuner ?» Étienne regarda dans la direction que Sophie indiquait et vit une petite table dressée dans le jardin avec une nappe à carreaux et des fleurs au centre. C'était un petit déjeuner en plein air. « J'ai pensé que ce serait bien de profiter du soleil du matin, » expliqua Louise.
et les enfants adorent manger dehors. Pierre arriva en courant aussi, déjà habillé pour l'école. « Papa, tu peux prendre le petit déjeuner avec nous avant d'aller travailler. » Étienne regarda sa montre. Il avait une réunion à 9 heures, mais quand avait-il pris le petit déjeuner avec ses enfants pour la dernière fois? Bien sûr, dit-il, se sentant surpris de sa propre réponse. Le petit déjeuner dans le jardin fut une révélation. Les enfants discutaient joyeusement de leurs projets pour la journée, Louise participait aux conversations avec Naturel, et Étienne se surprit à se détendre d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis des mois. Quand il regarda enfin sa montre, il réalisa qu'il n'avait que 15 minutes pour arriver au bureau. « Je dois filer, » dit-il en se levant précipitamment. « Papa !» l'appela Pierre, alors qu'il s'éloignait déjà. « Aujourd'hui, Tati Louise va nous emmener visiter un nouveau parc. Tu veux venir avec nous après le travail ?» Étienne s'arrêta. Une sortie en famille. Depuis combien de temps n'avait-il pas fait ça? « À quelle heure vous y allez ?»« Vers 17 heures, » répondit Louise. « Au parc Monceau. J'ai entendu dire qu'il y a un coin magnifique pour les pique-niques. » Étienne pensa rapidement à son agenda de la journée. Il avait 2 réunions qui pouvaient être reportées et une présentation qui pouvait être remise au lendemain. « Vous savez quoi? Je vais partir plus tôt du travail aujourd'hui. On se retrouve là-bas. » Le sourire qui illumina le visage des trois, qu'enfant valait plus que n'importe quelle affaire qu'il aurait pu conclure ce jour-là. Et quand il regarda Louise, il vit qu'elle souriait aussi, un sourire qui semblait dire que, peut-être, ils étaient enfin sur la bonne voie. Les mois suivants apportèrent une normalité qu'Étienne n'avait pas connue depuis près d'1 an. La routine de la maison s'était établie de manière si naturelle qu'elle semblait avoir toujours existé ainsi. Louise arrivait tous les matins à 7 heures, préparait le petit déjeuner des enfants, et quand Étienne descendait, il trouvait une maison qui respirait la vie, de petits détails qui faisaient toute la différence. Des fleurs fraîches sur la table de la cuisine, une musique douce pendant le petit déjeuner, l'arôme du pain maison que Louise avait appris à faire en suivant une recette trouvée dans le carnet de notes de Camille. Les enfants étaient redevenus de vrais enfants. Pierre, qui portait auparavant le poids d'être l'homme de la maison, s'était remis à jouer, à faire des bêtises, à être un garçon de 8 ans. Sophie dessinait à nouveau, mais maintenant, ses dessins montraient des familles complètes, des maisons colorées et des jardins fleuris. Michel, le plus petit, avait complètement retrouvé la parole et passait ses journées à fredonner des chansons que Louise lui apprenait. Étienne commença à rentrer plus tôt du travail, motivé par le désir sincère de passer du temps avec ses enfants. Il découvrit qu'il pouvait travailler de chez lui certains après-midi et se mit à le faire chaque fois que possible. Les dîners en famille devinrent une routine, tout comme les sorties du week-end. Louise était devenue une partie naturelle de ces moments, non plus comme une employée, mais comme un membre de la famille. Ce fut lors d'une de ces sorties au zoo un samedi après-midi ensoleillé qu'Étienne réalisa comment les gens autour d'eux les observaient. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était des regards curieux, des murmures discrets, des sourires forcés de connaissance qui tentèrent de déchiffrer la dynamique de ce groupe. Étienne, un homme d'affaires prospère, blanc, se promenant avec 3 enfants et une jeune femme noire, qui n'était clairement pas la mère biologique des enfants, mais qui interagissait avec eux avec une affection maternelle évidente. Initialement, Étienne essaya d'ignorer. Après tout, ce qui importait, c'était le bonheur de ses enfants. Mais les commentaires commencèrent à lui parvenir de manière de plus en plus directe. D'abord, ce fut Marcel, un collègue du club de sport qu'il rencontra par hasard au centre commercial. « Étienne, mon vieux, ça fait plaisir de te voir sortir. Et cette jeune femme, nouvelle petite amie ?» demanda Marcel, regardant discrètement Louise, qui était quelques mètres plus loin avec les enfants en train de choisir une glace. « C'est la nounou des enfants, » répondit Étienne, agacé par le ton de la question. « Ah, je vois. Mais vous avez l'air proche. Fais attention de ne pas tout mélanger, hein, surtout avec cette situation encore si délicate. » Étienne ne sut pas quoi répondre sur le moment, mais les mots de Marcel le dérangèrent pour le reste de la journée. Quelle situation délicate! Qu'est-ce que les gens voyaient exactement qu'ils ne voyaient pas? La réponse vint quelques semaines plus tard, lors d'une réunion de parents au lycée privé, où Étienne avait l'intention d'inscrire les enfants l'année suivante. Le lycée Saint-Germain était l'une des institutions les plus traditionnelles de Paris, fréquentée par les enfants de l'élite parisienne.
Étienne y avait étudié tout comme Camille, et il avait toujours été naturel que ses enfants suivent le même chemin. La directrice, Madame Mariette, une dame élégante aux cheveux parfaitement coiffés, le reçut dans son bureau avec la cordialité formelle qui caractérisait l'institution. « Étienne, mon cher, quelle joie de vous recevoir. J'ai été très peiné par la perte de Camille. Elle fut l'une de nos meilleures élèves et une mère exemplaire. Merci, Madame Mariette. Je suis venu officialiser les inscriptions de Pierre, Sophie et Michel pour l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Mais avant, je dois vous parler de certains commentaires qui nous sont parvenus. » Étienne sentit un frisson le parcourir. Quel genre de commentaires? Madame Mariette ajusta ses lunettes et adopta une posture qui se voulait maternelle, mais qui sonnait condescendante. « Eh bien, nous savons que vous traversez une période difficile, et il est naturel que vous ayez eu besoin d'aide avec les enfants, mais certaines personnes ont commenté la proximité entre votre famille et l'employé que vous avez engagé. »« Proximité ?» répéta Étienne, sentant l'irritation monter. « Étienne, vous savez comment est notre communauté scolaire. Nous avons une réputation à défendre, des traditions à maintenir. Certaines mères ont mentionné vous avoir vu lors d'événements publics avec cette jeune femme et qu'elle semble avoir une très grande influence sur les enfants. D'aucuns se demandent si c'est approprié. » Étienne se leva de sa chaise, le sang lui montant à la tête. « Vous remettez en question ma capacité à éduquer mes enfants? Non, non, absolument pas. Mais comprenez, Étienne, nous vivons des temps compliqués. Les questions raciales, les différences sociales, tout cela génère des commentaires. Et quand les commentaires arrivent à l'école, ils peuvent affecter les enfants eux-mêmes. » « Quel genre de commentaires ?» Madame Mariette soupira, comme si elle lui faisait une grande faveur. « Certains s'interrogent sur la nature de la relation entre vous, si elle est vraiment professionnelle ou s'il y a d'autres motivations en jeu. Et il y a aussi la question de la différence sociale. Vous comprenez, certaines familles sont mal à l'aise. » Étienne eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « Vous êtes en train de me dire que mes enfants pourraient être victimes de discrimination parce qu'ils ont une nounou noire? Je n'ai pas dit cela avec ces mots, mais c'est exactement ce que vous avez dit. » Étienne prit le dossier avec les documents des enfants. « Vous savez, Madame Mariette, peut-être que le lycée Saint-Germain n'est finalement pas le bon endroit pour mes enfants. Étienne, ne soyez pas impulsif, nous pouvons arranger ça. Peut-être que si vous mainteniez une distance plus professionnelle avec votre employé. » Mais Étienne était déjà en train de sortir de la pièce. Son esprit bouillonnait de colère et d'incrédulité. Comment était-il possible que des gens éduqués, qui se disaient civilisés, pensent de cette façon? Et plus important encore, comment cela affectait-il Louise? Quand il rentra, chez lui cet après-midi-là, il trouva une scène qui, en d'autres circonstances, l'aurait rendu heureux. Louise était dans le jardin avec les enfants, apprenant à Pierre à faire un cerf-volant. Sophie et Michel couraient autour, essayant d'aider. C'était un après-midi d'automne parfait, avec le soleil doré filtrant à travers les feuilles des arbres. Mais Étienne ne pouvait plus voir cette scène avec innocence. Maintenant, il la voyait à travers les yeux de ceux qui jugeaient, qui questionnaient, qui voyaient des problèmes là où il n'y avait que de l'amour. Louise perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pendant le dîner, alors que les enfants parlaient avec animation du cerf-volant qu'ils avaient réussi à faire voler, elle l'observait discrètement, remarquant sa tension. Après que les enfants furent couchés, elle le trouva sur la terrasse, regardant le jardin avec une expression pensive. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. Étienne hésita. Comment lui parler des commentaires préjugés sans la blesser? Comment expliquer que sa présence, qui avait apporté tant de vie à sa maison, était considérée comme un problème par les gens autour? « Étienne, » dit Louise en s'asseyant à côté de lui, « je sais que quelque chose te préoccupe. On peut en parler ?» Il la regarda et réalisa qu'il ne pourrait pas le cacher. Louise était devenue trop importante pour qu'il lui mente ou omette des choses. « Je suis allé à l'école aujourd'hui, pour inscrire les enfants pour l'année prochaine. » Et Étienne lui raconta la réunion avec Madame Mariette en essayant d'adoucir les mots, mais en gardant l'essence de la conversation. Il vit le visage de Louise se fermer peu à peu, comme si un rideau était tiré sur ses émotions. « J'ai compris, » dit-elle quand il eut fini de parler, sa voix trop contrôlée pour être naturelle. « Louise, je veux que tu saches
que je suis parti de là immédiatement. Ces gens ne méritent même pas de connaître mes enfants. Mais ils ne sont pas les seuls à penser comme ça, n'est-ce pas, Étienne? Sa question le prit au dépourvu. De quoi tu parles? Je ne suis pas aveugle. Je vois les regards quand nous sortons ensemble. J'entends les commentaires quand les gens pensent que je ne fais pas attention. Regarde-moi ça, le veuf et la nounou. Quelle situation étrange. Pauvres enfants. Ça doit être une sacrée confusion dans leur tête. Étienne eut l'impression d'avoir avalé des pierres. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que je ne voulais pas que ça devienne un problème. Parce que j'aime ces enfants et que je ne voulais rien qui puisse nuire à leur bien-être. Et ça leur nuit? Louise resta silencieuse un long moment et Étienne vit des larmes se former dans ses yeux. Aujourd'hui, quand je suis allé chercher Michel à l'école, j'ai entendu deux mères parler de nous. L'une d'elles a dit que c'était inapproprié qu'un homme de votre position s'engage avec son employé. L'autre a répondu que ces choses arrivent toujours, mais que normalement les hommes sont plus discrets. Étienne sentit une rage bouillir en lui. Qui étaient ces femmes? Peu importe qui elles étaient, Étienne. Ce qui importe, c'est que ça se propage, et tôt ou tard, ça atteindra les enfants. Ils entendront des commentaires à l'école, ils poseront des questions auxquelles ils ne sauront pas comment répondre. Mais ils sont heureux, Louise. Pour la première fois depuis des mois, ils sont vraiment heureux. Je sais, et c'est pour ça que ça fait si mal. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Louise, parce que je suis heureuse ici aussi, plus heureuse que je ne l'ai été depuis le départ d'Hélène. Mais peut-être que je dois partir. Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de poing dans l'estomac. Partir. Louise, tu ne peux pas... Si, je peux. En fait, c'est peut-être ce que je devrais faire. Avant que cela ne cause de plus gros problèmes pour vous. Étienne se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas sur la terrasse. C'est ridicule. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à mes enfants depuis la mort de Camille. Je ne vais pas laisser une bande de gens pleins de préjugés détruire ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Te battre contre la société entière, changer la mentalité de toute une classe sociale. Étienne, sois réaliste. Je peux changer d'école, je peux changer de cercle social, Tu peux fuir. Pour toujours? Louise se leva aussi, le regardant en face. Et quand Pierre aura 15 ans et ramènera sa petite amie à la maison? Et quand Sophie voudra faire sa fête d'anniversaire? Et quand Michel voudra entrer à l'université? Tu vas continuer à fuir les commentaires pour toujours? Étienne ne sut quoi répondre, parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Il ne pourrait pas la protéger des préjugés pour le reste de sa vie. De plus, continua Louise, sa voix plus douce maintenant, je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre, Étienne. Je ne peux pas continuer à être vu comme l'employé qui ne connaît pas sa place. Je ne peux pas faire semblant qu'il n'y a rien entre nous. Sa dernière phrase fit s'arrêter Étienne. Entre nous? Louise le regarda droit dans les yeux avec un courage qu'il n'attendait pas. Tu sais de quoi je parle. Ça fait des semaines que nous ne sommes plus seulement patrons et employés. Ça fait des semaines que tu me regardes différemment. Et moi, je ressens aussi quelque chose pour toi. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Elle avait raison. Depuis des semaines, il luttait contre des sentiments qu'il ne parvenait pas à s'expliquer, même à lui-même. Au début, il avait pensé que c'était juste de la gratitude pour la façon dont elle s'occupait des enfants, puis que c'était de l'admiration pour la manière dont elle gérait le deuil. Mais peu à peu, il avait réalisé que c'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. Louise, ne dis rien maintenant. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est tôt, je sais qu'il y a 1000 raisons pour que ça n'ait pas de sens. Elle essuya les larmes de son visage. Mais je sais aussi que je ne peux pas rester ici à faire semblant que nous sommes juste des amis pendant que le monde entier spécule sur notre relation. Qu'est-ce que tu me demandes? Je dis que ce serait peut-être mieux que je cherche un autre travail, vous laisser avancer sans les complications que ma présence cause. Étienne sentit la panique. L'idée de perdre Louise était insupportable, et pas seulement à cause des enfants. Il était tombé amoureux, d'elle, de sa force, de sa capacité à aimer même après tant de souffrance. Et si je ne veux pas que tu partes, alors tu vas devoir décider ce que tu veux vraiment, Étienne, parce que je ne peux pas rester ici à être jugé, à être vu comme un problème, à être invisible pour le monde. Si je reste, ce doit être en tant que ce que je suis vraiment pour vous. Cette nuit-là, Étienne ne parvint pas à dormir. Il resta sur la terrasse jusqu'à l'aube,
pensant aux paroles de Louise, aux choix qu'il devrait faire. Le matin, il trouva un modèle dans la cuisine. Elle avait emmené les enfants à l'école et passerait la journée à organiser ses affaires. La panique qu'Étienne ressentit fut instantanée. Elle avait vraiment l'intention de partir. Il annula toutes les réunions de la journée et resta à la maison, l'attendant. Quand il la vit enfin arriver avec les enfants l'après-midi, il réalisa à leur expression que quelque chose n'allait pas. « Papa !» l'appela Pierre, dès qu'il entra dans la maison, les yeux rouges. « Tati Louise a dit qu'elle devrait peut-être partir, c'est vrai ?» Sophie se jeta dans les bras d'Étienne en pleurant. « Ne la laisse pas partir, papa. Je ne veux pas qu'elle parte. » Michel, le plus petit, se contenta de serrer fort la main de Louise, comme s'il pouvait l'empêcher de partir par le simple contact. Étienne regarda Louise par-dessus les têtes des enfants et vit qu'elle luttait aussi pour ne pas pleurer. « Les enfants, dit-elle d'une voix étranglée, parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour protéger les gens qu'ils aiment. »« Mais on t'aime, Tati Louise, » dit Pierre sans comprendre. « Et toi aussi tu nous aimes. Pourquoi tu dois partir si tout le monde s'aime ici ?» La question innocente de Pierre résonna dans la maison comme un cri de vérité. Pourquoi devait-elle partir, en effet? À cause des autres? À cause de ce que les autres pensaient? Étienne regarda sa famille, car c'est ce qu'ils étaient devenus, une famille, et prit une décision qui allait tout changer. « Louise, » dit-il, sa voix ferme pour la première fois depuis des jours. « On peut parler en privé ?» Ils allèrent au bureau, laissant les enfants dans le salon avec leurs jouets. Étienne ferma la porte et se tourna vers elle, déterminé. « Tu as raison, sur tout. Sur les regards, sur les commentaires, sur le fait que toute cette situation est devenue insoutenable. » Louise baissa les yeux, se préparant à entendre qu'il était d'accord avec sa décision de partir. « Mais tu as tort aussi, » continua Étienne. « Tu as tort de penser que la solution est de fuir. Tu as tort de penser que nous devrions laisser d'autres personnes décider de ce que notre famille doit être. Étienne, laisse-moi finir. » Il s'approcha d'elle, lui prenant les mains. « Je suis tombé amoureux de toi, Louise. Pas de la nounou de mes enfants, pas de la femme qui m'a aidé à surmonter mon deuil. Je suis tombé amoureux de toi, de la femme forte, courageuse, attentionnée que tu es. » Des larmes se mirent à couler sur le visage de Louise. « Et si d'autres personnes ont un problème avec ça, si elles pensent que notre famille n'est pas appropriée, alors le problème est le leur, pas le nôtre. » Étienne caressa son visage, essuyant ses larmes. « Reste avec moi, Louise. Pas comme une employée, pas cachée, pas invisible. Reste avec moi en tant que ce que tu es vraiment pour nous. Et si les commentaires s'aggravent, alors nous y ferons face ensemble. Je ne me cacherai plus de ce que je ressens pour toi. » Louise le regarda longuement, comme si elle mesurait la sincérité de ses paroles. « Tu es sûr? Parce qu'une fois que nous aurons fait ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout le monde saura que nous ne sommes pas seulement patrons et employés. » Étienne sourit, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des mois. « Tout le monde le sait déjà, Louise. La différence, c'est que maintenant, nous allons l'assumer aussi. » Et là, dans le bureau qui avait un jour été son refuge contre la douleur, Étienne embrassa Louise pour la première fois, scellant une décision qui changerait leur vie pour toujours. La décision d'assumer publiquement leur relation apporta un courage qu'Étienne ne se connaissait pas. Le lundi suivant, au lieu d'essayer de cacher ou de minimiser la présence de Louise dans sa vie, il fit exactement le contraire. En arrivant au bureau, il demanda à son assistante d'annuler le déjeuner d'affaires qu'il avait prévu et d'appeler l'attaché de presse de l'entreprise. « Je veux donner une interview », dit-il à Claire, son attachée de presse, une femme perspicace qui connaissait Étienne depuis des années. « Sur l'expansion de l'entreprise en province ?» demanda-t-elle en prenant son agenda. « Non, sur ma famille, sur la reconstruction, sur l'amour. » Claire haussa les sourcils, clairement surprise. Étienne Fournier était connu pour être extrêmement réservé sur sa vie personnelle. Depuis la mort de Camille, il était devenu encore plus fermé aux médias. « Étienne, tu es sûr? Après ce qui est arrivé à Camille, tu as toujours été très prudent avec l'exposition. » « J'en suis certain. Et Claire, je veux une vraie interview, pas une de ces conversations superficielles sur les affaires. Je veux parler de ce qui compte vraiment. » Claire hocha la tête, encore en train de digérer son changement d'attitude, mais commença à passer des appels. En quelques heures, elle avait obtenu une place dans l'émission la plus regardée de la télévision parisienne, Connexion Paris,
diffusée le jeudi soir. Quand Étienne rentra chez lui cet après-midi-là, il trouva Louise dans le jardin avec les enfants, en train de cueillir les premières tomates du potager qu'ils avaient plantées des mois auparavant. La scène était si naturellement familière qu'elle renforça sa certitude quant à la décision qu'il avait prise. « Louise, je dois te parler de quelque chose d'important. » Elle le regarda, remarquant le ton sérieux de sa voix, mais aussi quelque chose de différent dans ses yeux. Une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Après que les enfants furent couchés, Étienne lui parla de l'interview qu'il avait programmée. Louise l'écouta en silence, ses émotions oscillant entre l'espoir et la peur. « Tu es sûr de ça? Une fois que ça passera à la télévision, il n'y aura pas de retour en arrière, Étienne. »« Je sais, et c'est exactement pour ça que je veux le faire. J'en ai assez de vivre dans la peur de ce que les autres vont penser. J'en ai assez de cacher ce que je ressens pour toi, de faire semblant que tu n'es qu'une employée alors que tu es bien plus que ça. Et si la réaction est négative? Et si ça affecte tes affaires? » Étienne lui prit les mains. « Si mes clients et partenaires sont des gens qui ne peuvent pas accepter qu'un homme veuf soit tombé amoureux de la femme qui a redonné la joie à ses enfants, alors ce ne sont pas des gens avec qui je veux travailler de toute façon. » Le jeudi, le studio de Connexion Paris était plus agité que d'habitude. La nouvelle qu'Étienne Fournier, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Paris, allait donner une interview personnelle avait suscité la curiosité des médias. Beaucoup spéculaient sur la raison. S'agirait-il de l'expansion de ses affaires, d'une nouvelle œuvre philanthropique, d'un hommage à sa défunte épouse? Étienne arriva au studio accompagné seulement de Claire. Il avait insisté pour que Louise ne vienne pas, voulant lui épargner l'exposition initiale. Elle avait accepté mais avait promis de regarder à la maison avec les enfants. Marine Dubois, la présentatrice de l'émission, était connue pour ses interviews directes mais respectueuses. Quand les caméras commencèrent à tourner, sa première question fut exactement ce à quoi Étienne s'attendait. « Étienne, vous avez toujours été très réservé sur votre vie personnelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette interview aujourd'hui ?» Étienne prit une profonde inspiration, regardant droit dans la caméra. « Marine, pendant très longtemps, j'ai cru que protéger ma famille signifiait la tenir à l'écart des projecteurs. Mais j'ai récemment réalisé que parfois, protéger ceux qu'on aime signifie exactement le contraire. C'est parler d'eux. C'est reconnaître publiquement la place qu'ils occupent dans nos vies. » Vous faites référence à vos enfants? À mes enfants, oui, mais pas seulement à eux. Étienne fit une pause, sentant son cœur s'accélérer. Il y a une personne très spéciale qui est entrée dans notre vie ces derniers mois et qui a complètement changé notre réalité. Marine se pencha légèrement en avant, réalisant qu'elle était face à une révélation importante. Après le décès de ma femme Camille, mes enfants et moi sommes entrés dans une phase très sombre. Les enfants avaient cessé de rire, de jouer, d'être des enfants. J'étais si perdu dans mon propre deuil que je ne pouvais pas les aider. C'est alors que Louise est arrivée dans notre vie. Étienne raconta l'histoire depuis le début. Il parla de ce premier après-midi où il était rentré à la maison et avait entendu des rires pour la première fois depuis des mois. Il décrivit la transformation progressive des enfants, la façon dont Louise avait réussi à leur rendre la joie sans essayer d'effacer la mémoire de leur mère. « Louise n'est pas seulement une nounou, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « C'est une femme extraordinaire qui a perdu une fille de 3 ans d'une leucémie et qui, même après tant de douleurs, parvient encore à aimer d'autres enfants comme s'ils étaient les siens. » Marine écoutait attentivement, clairement touchée par l'histoire. « Mais Étienne, j'imagine que cette proximité a généré des commentaires. » « Oui, en effet. Et c'est exactement de cela que je veux parler aujourd'hui. » Étienne se redressa sur sa chaise. « Nous vivons dans une société qui adore juger, spéculer, créer des problèmes, là où il n'y a que de l'amour. Certaines personnes ont vu la relation affectueuse entre Louise et mes enfants comme quelque chose d'inapproprié. D'autres ont remis en question mon jugement pour avoir permis à une employée de devenir si proche de la famille. Et qu'avez-vous à dire sur ces commentaires ?» Étienne sourit, un mélange de tristesse et de détermination dans les yeux. Que ces gens passent à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas de patrons et d'employés. Il s'agit d'une famille qui était brisée et qui a trouvé un moyen de se reconstruire. Il s'agit d'amour. D'amour? Oui, Marine. Je suis tombé amoureux de Louise. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est une femme intelligente, courageuse,
attentionné, qui a ramené la lumière dans notre maison. Et si certaines personnes ont un problème avec ça pour des questions de classe sociale, de race, ou tout autre préjugé, alors le problème est le leur, pas le nôtre. Le studio resta silencieux pendant quelques secondes. Il était rare de voir une confession aussi directe et courageuse à la télévision. Comment vos enfants ont-ils réagi à ce changement? Ils ont été les premiers à accepter Louise comme faisant partie de la famille. Les enfants ne voient pas les préjugés, ne jugent pas par la couleur de la peau ou le compte en banque, ils voient l'amour, l'attention, l'affection, et ils le reconnaissent immédiatement. Et que prévoyez-vous pour l'avenir? Étienne sourit et pour la première fois depuis des mois, il semblait véritablement en paix. Nous avons un projet très spécial en tête. Nous voulons transformer une partie de notre maison en une fondation de soutien aux familles qui traversent des pertes, en particulier les familles avec des enfants en traitement contre le cancer. Ce sera un hommage à la fois à ma femme Camille et à la fille de Louise, Hélène. Une fondation ensemble? Ensemble, comme une famille. À la maison, Louise regardait l'interview avec les enfants sur ses genoux, des larmes coulant sur son visage. Pierre lui tenait la main, Sophie s'était blottie contre elle, et Michel dormait sur ses genoux, ignorant l'importance de ce moment. « Tati Louise, » dit Pierre à la fin de l'interview, « maintenant tout le monde va savoir que tu fais vraiment partie de notre famille. »« On dirait bien, mon amour, » répondit-elle, encore en train de digérer tout ce qu'elle venait d'entendre. Sophie se tourna vers elle, avec ce sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. « Tu es heureuse ?» Louise sourit à travers ses larmes. « Très heureuse. » Quand Étienne rentra chez lui cette nuit-là, il trouva Louise qui l'attendait sur la terrasse. Elle se jeta dans ses bras, et ils restèrent enlacés pendant plusieurs minutes sans avoir besoin de mots. « Tu es fou, » dit-elle finalement. « Complètement fou. » Pourquoi? D'avoir tout misé sur nous, de t'exposer comme ça, de tout risquer. Étienne s'écarta un peu pour la regarder dans les yeux. Ce n'était pas un pari, Louise, c'était une certitude. Les jours suivants, la réaction à l'interview fut exactement ce à quoi Étienne s'attendait, partagé. Il y eut des critiques, oui, des commentaires préjugés sur les réseaux sociaux, des articles remettant en question sa décision, des gens de son cercle social qui prirent leur distance. Mais il y eut quelque chose qu'il n'attendait pas, bien plus de soutien que de critiques. L'entreprise reçut des centaines de messages de personnes qui se sentirent inspirées par l'histoire. D'autres familles, dans des situations similaires, prirent contact, voulant partager leurs expériences. Il y eut même des propositions de partenariat pour la fondation qu'Étienne avait mentionnée. Plus important encore, les enfants commencèrent à être traités différemment dans la nouvelle école où Étienne les avait inscrits. Au lieu des regards curieux et des chuchotements, ils trouvèrent accueil et respect. L'histoire de la famille avait touché d'autres parents qui comprenaient aussi les défis de la reconstruction familiale. 3 mois après l'interview, l'aile ouest de la maison des Fournier était en cours de rénovation pour devenir le centre de soutien Hélène & Camille. Le nom avait été suggéré par Sophie, qui voulait rendre hommage à la fois à sa mère et à la fille de Louise. L'espace comprendrait des salles de loisirs pour les enfants en traitement, des cabinets pour le suivi psychologique familial et une bibliothèque avec des livres pour enfants. Louise était officiellement devenue la coordinatrice du projet, utilisant son expérience personnelle et sa formation en pédagogie pour développer des activités spécifiques pour les familles en deuil. Étienne s'occupait de la partie administrative et financière, mais c'était elle qui donnait une âme au projet. Le jour de l'inauguration, 6 mois après ce premier après-midi de rire, la maison était pleine d'invités. Des familles qui bénéficieraient du projet, des professionnels de la santé, des journalistes et surtout des enfants. Beaucoup d'enfants. Étienne monta sur la petite scène installée dans le jardin pour prononcer le discours d'ouverture. Louise était au premier rang, à côté de Pierre, Sophie et Michel, tous vêtus de leurs plus beaux habits. Madame Hélène, la belle-mère d'Étienne, était là aussi, avec un sourire fier sur le visage. Elle était devenue l'une des plus grandes partisanes de Louise, après avoir vu comment sa nouvelle belle-fille avait redonné la joie à ses petits-enfants. « Mes amis », commença Étienne, sa voix résonnant dans le jardin. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un centre de soutien. Nous célébrons la preuve que l'amour trouve toujours un chemin. » Il regarda Louise qui souriait les larmes aux yeux.
Il y a un an, cette maison était un lieu de silence et de nostalgie. Aujourd'hui, elle déborde de vie, d'espoir, d'avenir. Et cela n'a été possible que parce qu'une femme extraordinaire nous a appris qu'il est possible d'aimer sans peur, même après la perte. Étienne descendit de la scène et se dirigea vers Louise. Sous le regard de tous les présents, il s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte de sa poche. « Louise Martin, dit-il, la voix tremblante d'émotion, tu as redonné la vie à moi et à mes enfants. Tu as apporté la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Tu as apporté l'amour là où il n'y avait que du vide. Veux-tu m'épouser » Le jardin devint absolument silencieux. Louise regarda Étienne, puis les enfants, qui la fixaient avec attente, et enfin tous les visages autour qui attendaient sa réponse. « Oui, dit-elle, sa voix à peine audible, puis, plus fort, « Oui, j'accepte !» Le jardin explosa en applaudissements et en cris de joie. Pierre, Sophie et Michel coururent pour les embrasser, formant une ronde familiale là, au milieu de toute cette célébration. Alors qu'Étienne passait la bague au doigt de Louise, elle lui murmura à l'oreille « Merci de ne pas avoir eu peur d'aimer à nouveau. Merci à toi de m'avoir appris qu'il est possible de reconstruire une famille sans détruire les souvenirs, » répondit-il. Cette nuit-là, après que tous les invités furent partis et que les enfants se furent enfin endormis, Étienne et Louise s'assirent sur la terrasse, contemplant le jardin où tout avait commencé. Le potager qu'elle avait planté était fleuri, la cabane, dans l'arbre qu'ils avaient construit ensemble, était illuminé de petites lumières de Noël, et l'espace où fonctionnerait le centre de soutien montrait déjà des signes de la vie qui l'abriterait. « Tu penses que Camille approuverait » demanda Étienne, en tenant la main de Louise. « J'en suis sûr. Tout comme je suis sûr qu'Hélène est heureuse de voir sa mère heureuse à nouveau. Comment peux-tu en être si sûr ?» Louise sourit, désignant l'une des fenêtres de la maison, où une douce lumière indiquait que Michel avait laissé sa veilleuse allumée. « Parce que l'amour ne meurt pas, Étienne. Il se transforme, se multiplie, trouve de nouvelles façons d'exister. Camille nous a unis à travers les enfants. Hélène m'a amené à vous à travers mon expérience du deuil. Notre amour ne remplace pas ce que nous avons perdu, il l'honore. » Étienne embrassa la main de Louise, sentant une paix profonde envahir son cœur. Là, dans ce jardin qui avait été témoin de tant de douleur et de tant de guérison, ils écrivaient un nouveau chapitre de leur vie. Pas un nouveau départ qui effaçait le passé, mais une continuation qui l'honorait. 1 an. Plus tard, le mariage d'Étienne et Louise fut célébré dans le même jardin où il lui avait demandé sa main. La cérémonie fut simple, intime, avec la présence uniquement des personnes les plus importantes de leur vie. Pierre était le garçon d'honneur, Sophie répandait des pétales de rose sur le chemin, et Michel portait les alliances avec le sérieux de quelqu'un qui savait participer à quelque chose de très spécial. À la table d'honneur, 2 places avaient été réservées avec des fleurs, une pour Camille, l'autre pour Hélène, non pas comme une forme de tristesse, mais comme une reconnaissance, qu'elle faisait aussi partie de cette célébration. Pendant la fête, Étienne observait sa nouvelle famille. Louise dansait avec Pierre une chanson que Camille avait l'habitude de chanter, Sophie enseignait des pas de ballet à d'autres enfants présents, et Michel courait dans le jardin avec la joie contagieuse d'un enfant qui se sentait complètement aimé et en sécurité. Le centre de soutien Hélène et Camille était devenu une référence dans la ville. Chaque mois, des familles y trouvaient le soutien nécessaire pour traverser leurs moments les plus difficiles. Louise coordonnait des groupes de soutien. Étienne donnait des conférences sur la reconstruction familiale. Et les enfants participaient en racontant leurs propres expériences de dépassement. Un dimanche après-midi, près de 2 ans après ce premier après-midi de rire, Étienne rentra à la maison et entendit de nouveau des bruits de joie venant du salon. Mais cette fois, ce n'étaient pas seulement les voix de Pierre, Sophie et Michel. Il y avait aussi d'autres enfants, des enfants de famille, qui fréquentaient le centre de soutien, qui étaient venus pour un déjeuner. Étienne resta à la porte observant la scène. Louise était au centre du cercle racontant une histoire exactement comme la première fois. Mais maintenant, elle n'était plus la nounou engagée pour ramener la joie dans cette maison. Elle était la mère choisie, l'épouse aimée, la femme qui avait prouvé que l'amour est toujours possible quand on a le courage d'ouvrir son cœur. Pierre le vit le premier et courut l'embrasser. « Papa,
Tu arrives au meilleur moment. Maman était en train de raconter l'histoire de votre rencontre. Maman. Étienne sourit, sentant son cœur se réchauffer. Oui, elle était leur mère maintenant. Pas la remplaçante de Camille, mais la nouvelle mère que la vie leur avait donnée. Et quelle partie de l'histoire racontait-elle? Demanda Étienne en s'asseyant dans le cercle. La partie des rires, répondit Sophie en se blottissant contre lui. Comment tu es rentré à la maison et que tu nous as entendu rire pour la première fois, après que maman Camille soit allée au ciel. Étienne regarda Louise qui souriait avec cette expression sereine qu'il aimait tant. Elle avait réussi quelque chose qui semblait impossible. Honorer le passé tout en construisant l'avenir, aimer les enfants d'une autre femme sans essayer d'effacer sa mémoire, reconstruire une famille en gardant vivant le souvenir de celle qui l'avait commencé. Et c'est quoi la fin de l'histoire? Demanda l'un des enfants invités. Louise regarda autour du cercle, tous ces enfants qui avaient leurs propres histoires de perte et de reconstruction, puis elle regarda Étienne. La fin, dit-elle, c'est que parfois les meilleures histoires n'ont pas de fin. Elles continuent de s'écrire tous les jours, avec chaque rire, chaque câlin, chaque moment d'amour que nous choisissons de vivre. Et ainsi, dans ce salon qui avait un jour été trop silencieux, entouré de rires qui résonnaient sur les murs, comme de la musique, Étienne comprit que Louise avait raison. Son histoire ne s'était pas terminée avec la mort de Camille, tout comme la sienne ne s'était pas terminée avec le départ d'Hélène. Leurs histoires s'étaient rencontrées, entrelacées, et avaient créé ensemble quelque chose de nouveau et de beau. L'amour, découvrit Étienne à ce moment-là, n'est pas une ressource limitée qui s'épuise quand on le perd. L'amour est infini, capable de se multiplier, de trouver de nouveaux cœurs à habiter, de nouvelles vies à transformer. Et quand nous avons le courage d'aimer à nouveau, nous ne remplaçons pas ceux que nous avons perdus. Nous honorons la capacité d'amour qu'ils ont éveillée en nous. En observant sa famille réunie ce dimanche après-midi, Étienne savait qu'il avait pris les bonnes décisions. Il avait choisi l'amour plutôt que la peur, le courage plutôt que la conformité, le bonheur plutôt que l'approbation sociale. Et le résultat était là, sous la forme de rires qui remplissaient sa maison, d'enfants qui étaient redevenus des enfants, d'une femme extraordinaire qui avait choisi de rester et de construire quelque chose de magnifique avec les morceaux brisés de leur vie. Cette nuit-là, après que tous les enfants invités furent partis et que Pierre, Sophie et Michel se furent endormis, Étienne et Louise s'assirent dans le jardin comme ils le faisaient tous les soirs. Le potager était plus luxuriant que jamais, le centre de soutien fonctionnait à plein régime, et la maison respirait la vie dans chaque recoin. « Tu es heureuse ?» demanda Étienne, une question qu'il posait fréquemment, comme s'il avait besoin de s'assurer que tout cela était réel. « Plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible après Hélène, » répondit Louise en se blottissant contre lui. « Et toi ?»« Complètement heureux, » dit-il en l'embrassant sur le sommet de la tête, et reconnaissant. Reconnaissant que tu aies eu le courage de rester, que tu m'aies appris qu'il est possible d'aimer sans peur. « Merci à toi de m'avoir montré que je méritais d'être aimé à nouveau, » répondit-elle. Là, dans le jardin où tout avait commencé, où le deuil s'était transformé en espoir et la peur avait cédé la place à l'amour, Étienne et Louise savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, une seconde chance de bonheur construite sur les bases solides de l'amour véritable. Et tandis que les étoiles brillaient sur Paris, sur leur maison pleine de vie, sur le centre de soutien qui aiderait d'autres familles à retrouver le chemin de la joie, ils savaient que leur histoire continuerait de s'écrire, jour après jour, rire après rire, amour après amour. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Étienne et Louise a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de dépassement, d'amour et de reconstruction familiale, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Ici, chaque jour, nous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus beau et le plus vrai de l'âme humaine, montrant qu'il est toujours possible de recommencer quand on a le courage d'aimer. La vie nous enseigne que le véritable amour ne remplace pas ce que nous avons perdu, mais nous donne la force de construire quelque chose de nouveau et de magnifique sur les fondations de ce que nous avons vécu. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui touchera vos émotions et montrera que le bonheur trouve toujours un chemin lorsque
Nous lui ouvrons notre cœur.